27 mai 1942, Pearl Harbor, Hawaï. L'horloge sur le mur du quartier général de l'amiral Chester Nimitz indiquait 8 heures. Le lieutenant-commandant Edwin Layton se tenait devant son commandant avec un dossier contenant des renseignements si précis, si spécifiques que cela semblerait impossible à quiconque en dehors de cette pièce. Les Japonais arrivent à Midway, a annoncé Layton. Ils s'approcheront par le nord-ouest au cap 325°. Ils seront repérés à environ 280 km de l'île. L'attaque débutera à 7 heures le 4 juin. L'amiral Nimitz regarda son officier du renseignement avec le calme qui avait fait de lui l'un des commandants américains les plus fiables. « Vous me dites que vous savez exactement où sera Yamamoto, quand il arrivera et ce qu'il compte faire. »« C'est exact, monsieur. » Layton a répondu. « Nous pouvons lire chaque ordre, chaque rapport de position, chaque communication entre commandants japonais. Nous connaissons l'intégralité de leur plan de bataille. » La pièce devint silencieuse. À ce moment-là, Nimitz comprit que la marine américaine possédait quelque chose de plus puissant que n'importe quel cuirassé, de plus dévastateur que n'importe quelle bombe. L'Amérique pouvait lire les secrets les plus profonds du Japon. Ce qu'aucun d'entre eux n'avait encore pleinement compris, c'est que ce moment représentait le point culminant de 2 décennies de travail patient et méthodique. Le triomphe révolutionnaire qui allait changer le cours de la guerre du Pacifique ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était le résultat d'années de préparation, de mathématiques brillantes et du dévouement infatigable d'hommes travaillant dans des sous-sols, loin de tout champ de bataille. Les renseignements présentés par Layton permettraient à Nimitz de tendre un piège si parfait, si complet que les historiens qualifieraient plus tard la bataille qui en résulterait d'engagement naval le plus décisif de l'histoire américaine. Mais l'histoire de la manière dont l'Amérique a acquis la capacité de lire les communications navales japonaises a commencé bien avant Pearl Harbor, dans les bureaux discrets d'une poignée de linguistes et de mathématiciens qui avaient vu la guerre arriver des années avant que les premières bombes ne tombent. Les bases ont été posées au début des années 1920, lorsqu'un jeune officier de marine nommé Lawrence Safford a reconnu que les guerres futures ne seraient pas menées uniquement avec des armes et des navires, mais aussi avec des informations. Safford, qui sera plus tard appelé le père de la cryptologie de la marine, créa la première unité organisée de codage de la marine en 1924. Ce fut un début modeste. Juste quelques officiers travaillant avec un crayon et du papier essayant de comprendre les communications diplomatiques et militaires d'adversaires potentiels. Mais Safford comprenait que le Japon, en train de devenir une puissance du Pacifique, finirait par remettre en cause les intérêts américains. Il commença à recruter des hommes aux talents uniques, des linguistes ayant vécu au Japon, des mathématiciens capables de voir des schémas dans le chaos, des opérateurs radio capables de capter des signaux aériens. Au début des années 1930, la marine avait établi des stations d'interception dans tout le Pacifique. Un à Pearl Harbor à Hawaï, un autre à Cavite aux Philippines. Un troisième travaillait depuis Washington. Ces stations formeraient à terme l'épine dorsale du réseau américain de renseignement électromagnétique. Parmi les jeunes officiers recrutés par Safford se trouvait Joseph Rochefort, un homme dont la carrière allait devenir indissociable de la rupture des codes japonais. Rochefort avait rejoint la marine en 1918 à l'âge de 17 ans, mentant sur son âge pour s'enrôler pendant la Première Guerre mondiale. Il montra immédiatement un talent pour les langues et les énigmes. Ses supérieurs l'ont remarqué. Au lieu de l'envoyer en mer, ils l'ont affecté à la section des codes et des signaux à Washington. C'est là, en participant aux premiers efforts cryptographiques de la marine, que Rochefort a découvert sa vocation. En 1929, la marine envoya Rochefort à Tokyo pour maîtriser la langue japonaise. Pendant 3 ans, il a vécu au Japon, étudiant non seulement la langue, mais aussi la culture, la structure militaire, la façon dont les officiers japonais pensaient et communiquaient. C'est au cours de cette mission que Rochefort rencontra un autre jeune officier qui s'avérerait crucial pour la guerre à venir, Edwin Layton. Les 2 hommes ont noué une amitié basée sur leur fascination commune pour le Japon et leur conviction que la compréhension de la langue et de la culture de l'ennemi serait essentielle dans tout conflit futur. Les Japonais ont introduit leur code naval le plus sophistiqué le 1er juin 1939. Les analystes américains lui ont donné la désignation JN-25. JN signifiait simplement la marine japonaise. Le 25 indiquait qu'il s'agissait du 25e système naval japonais identifié par les Américains. Il ne s'agissait pas d'un simple chiffre de substitution. JN-25 était un code chiffré, un système en 2 étapes qui le rendait extrêmement difficile à déchiffrer. Premièrement, les opérateurs japonais recherchaient des mots et des expressions dans un livre de code contenant environ 33 000 entrées. Chaque mot ou expression était représenté par un groupe de nombres à 5 chiffres. Mais les Japonais n'ont pas transmis ces chiffres directement.
Ils ont ajouté une deuxième couche de sécurité en utilisant des tables additives. L'opérateur prenait le groupe de code à 5 chiffres, puis ajoutait un autre numéro à 5 chiffres provenant d'un livre séparé, créant ainsi un troisième groupe à 5 chiffres n'ayant aucun rapport évident avec l'original. Cet additif a changé régulièrement, parfois aussi souvent que tous les quelques mois. Pour lire un message, les analystes américains du crypto ont dû supprimer l'additif, puis faire correspondre les groupes de code résultant à leur signification dans le livre de code. À la fin des années 1940, les analystes américains et britanniques travaillant ensemble avaient fait des progrès contre JN25. Ils ont compris la structure du système. Ils avaient identifié peut-être 10% des groupes de code, soit environ 3800 sur 33 000. Mais leur travail était extrêmement lent. Avec seulement une poignée d'analystes et un nombre limité d'interceptions sur lesquelles travailler, la pénétration complète du code semblait prendre des années. Puis, le 1er décembre 1940, les Japonais introduisirent un changement majeur. Ils ont mis en œuvre un tout nouveau livre de code, que les analystes de cryptographie ont ensuite désigné JN25B. La signification de chaque groupe de code avait changé. Les analystes cryptistes ont dû recommencer. Ils ont commencé le lent travail de reconstruction de leurs connaissances, identifiant les groupes de code un par un grâce à l'analyse du trafic, en devinant des expressions courantes, grâce à un brillant travail déductif. En octobre 1941, ils progressaient à nouveau. Peut-être 1500 groupes de code avaient été récupérés. L'espoir grandissait que d'ici le printemps suivant, ils pourraient lire le trafic actuel avec une compréhension raisonnable. Ces espoirs subirent un revers le 4 décembre 1941. À peine 3 jours avant l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais ont remplacé leur table d'additifs par un nouveau système appelé additif 8. Même si cela n'était pas aussi catastrophique qu'un changement complet du livre de code, cela signifiait quand même que les analystes du crypto devaient récupérer les nouveaux additifs avant de pouvoir lire les messages. Le processus prendrait des semaines. Lorsque l'avion japonais frappa Pearl Harbor le 7 décembre 1941, les codeurs considérèrent l'attaque comme un échec personnel. Ils travaillaient sur JN25 depuis plus de 2 ans. S'ils avaient obtenu une meilleure pénétration plus tôt, si le changement additif du 4 décembre ne les avait pas temporairement aveuglés, auraient-ils pu détecter une indication de l'approche d'une force d'attaque? La question les entra, notamment Joseph Rushford, qui avait été chargé de prendre le commandement de la station Hippo à Pearl Harbor en juin 1941. Dans le sous-sol du bâtiment administratif du 14e district naval de Pearl Harbor, une transformation commençait. Le bâtiment se trouvait près de la base sous-marine, une structure en béton banal à laquelle peu de gens prêtaient attention. Dans son sous-sol, au bout d'un escalier étroit passant devant les points de contrôle de sécurité, se trouvait une pièce qui allait devenir le centre névralgique de la guerre du Pacifique. Station Hippo, 60 pieds de long, sans fenêtres, éclairée par de dures lumières fluorescentes qui bourdonnaient constamment. La climatisation a mené une bataille perdue d'avance contre la chaleur générée par IBM, les machines à compiler et les corps de dizaines d'analystes travaillant 24 heures sur 24. C'est là que Joseph Rushford et son équipe mèneraient leur guerre. Rushford était un commandant excentrique à tous égards. Il travaillait souvent pendant 72 heures sans quitter le sous-sol. Il portait une veste de smoking et des pantoufles car la climatisation rendait la pièce glaciale la nuit. Il est resté des jours sans se raser. Il fumait à la chaîne et buvait du café au gallon. Mais il exigeait l'excellence de sa part et de celle de son équipe. Il en avait sélectionné plusieurs. Thomas Dier, un brillant analyste du chiffrement qui allait jouer un rôle déterminant dans le décryptage de JN25 et qui avait développé des procédures pour utiliser les machines IBM pour traiter les messages chiffrés. Alva Laswell, une experte en langue japonaise qui avait étudié à Tokyo et pouvait comprendre les nuances des communications militaires. Am Wright, un analyste de crypte qui a travaillé en étroite collaboration avec Dier sur les groupes de code les plus difficiles. Joseph Finnegan, un mathématicien dont le travail sur les groupes de jour s'avérerait crucial, et des dizaines d'hommes enrôlés, dont beaucoup étaient des musiciens de l'orchestre de l'USS California, coulés à Pearl Harbor. Ces hommes n'avaient nulle part où aller, ils furent donc affectés à Hippo. Beaucoup ont prouvé qu'ils possédaient l'esprit mathématique et analytique nécessaire pour décrypter le code. Rushford pensait que les musiciens capables de lire des partitions possédaient des compétences en reconnaissance de formes qui se traduisaient parfaitement par la détection de groupes de nombres récurrents dans les messages cryptés. Le travail était fastidieux au-delà de toute description. Un message intercepté peut contenir 200 groupes à 5 chiffres. Chaque groupe devait être traité. Tout d'abord, retirer l'additif s'il a été identifié.
Essayez ensuite de faire correspondre le groupe de code résultant à sa signification. Avec 33 000 significations possibles et seulement quelques centaines identifiées au début de 1942, la plupart du message resterait du charabia, mais parfois ils auraient de la chance. Un groupe de code pour un nom de navire ici, un emplacement là, peut-être une date, bien que ceci ait été super initié avec un niveau de sécurité supplémentaire. À partir de ces fragments, les analystes tentaient de reconstituer la signification des navires dont il était question, où allait-il et quand arriverait-il. L'analyse du trafic a permis de combler les lacunes. Même si vous ne pouviez pas lire les messages, vous pourriez en apprendre beaucoup sur qui les envoyait à qui, à quelle fréquence et depuis quels endroits. Quand le trafic radio augmente soudainement relâché entre certains commandements, il suggérait qu'une opération se préparait. Lorsque l'indicatif d'appel d'un navire devenait silencieux, cela signifiait que le navire maintenait le silence radio, probablement parce qu'il approchait d'une cible. La percée a commencé fin décembre 1941, quelques semaines seulement après que Pearl Harbor, une station construite aux Philippines, ait fait les premiers progrès sur le nouveau système d'additifs. Ils ont partagé leurs découvertes avec Hippo et avec les décrypteurs de Washington. La coopération entre les gares s'avérera essentielle, même si elle provoquera plus tard d'âpres conflits bureaucratiques. En janvier 1942, l'équipe de Rashford lisait des parties du JN-25B. Des messages pas complets, peut-être un mot sur 5, mais c'était suffisant pour commencer à comprendre les intentions japonaises. Ils apprirent que les Japonais prévoyaient des opérations dans le Pacifique Sud. En février, ils ont détecté des préparatifs pour une attaque sur Port Moresby en Nouvelle-Guinée. En mars et avril, alors que les forces japonaises balayaient l'Asie du Sud-Est et les Indes néerlandaises, les Codrés suivirent leur mouvement, fournissant à Nimitz des renseignements qui lui permirent de positionner ses forces pour un effet maximal. Le travail était épuisant. Rochefort et Die alternaient les quarts de service de 24 heures qui s'étendaient souvent jusqu'à 36, voire 48 heures d'affilée. La pièce du sous-sol est devenue leur univers. Ils y mangeaient, y dormaient sur des lits de camp, y travaillaient jusqu'à ce que leur esprit soit engourdi. Lorsqu'ils parvenaient à dormir, ils rêvaient souvent par groupe de nombres à 5 chiffres. Les machines IBM claquaient constamment, triant les cartes perforées, à la recherche de modèles. Les machines pouvaient traiter en quelques heures ce qui prendrait des semaines aux humains, mais elles ne pouvaient trouver que des modèles. L'intelligence humaine était encore nécessaire pour les interpréter, pour faire les sauts intuitifs qui séparaient l'intelligence utile du bruit. En avril 1942, Hippo lisait environ 20% des messages du JN-25B. Il s'agit d'un progrès remarquable réalisé en seulement 4 mois. Plus important encore, il lisait les bons 20%. Ils avaient identifié des groupes de code pour les noms de navires, pour les emplacements, pour les unités militaires, pour les expressions courantes utilisées dans la planification opérationnelle. Lorsqu'un message arrivait concernant une opération à venir, il pouvait souvent déterminer quoi, où et quand approximativement, même si de grandes parties du message restaient illisibles. Telle était la situation lorsque, fin avril 1942, les analystes commencèrent à détecter des références à une opération majeure prévue pour début juin. La cible a été identifiée par un groupe de code qui apparaissait fréquemment dans les interceptions, AF. La question qui définirait le mois prochain était simple mais cruciale. Que représentait AF? Les analystes de la cryptographie avaient déterminé que la lettre A semblait désigner des emplacements situés d'en haut à proximité des îles hawaïennes. Ils avaient vu H utilisé pour AU. AF pourrait être un autre endroit dans cette zone générale. La géographie et la logique suggèrent un atoll intermédiaire. Les petites îles se trouvaient à 1000 milles au nord-ouest d'Honolulu, à l'extrémité de la chaîne hawaïenne. C'était stratégiquement important. Si le Japon prenait Midway, il disposerait d'une base avancée à partir de laquelle menacer Hawaï lui-même. Mais d'autres analystes, notamment ceux de Washington, ne sont pas d'accord. Certains pensaient qu'AF faisait référence à l'île Johnston ou même aux îles Illusion au large de l'Alaska. D'autres ont fait valoir que les Japonais pourraient planifier une autre poussée vers le sud, en direction des Fidji ou des Samoa. L'amiral Ernest King, commandant en chef de la flotte américaine à Washington, était sceptique. Il n'avait jamais pleinement fait confiance à Roche pour le considérer comme un subordonné, car il contournait souvent la chaîne de commandement pour rendre compte directement à Nimitz via Layton. Rochour avait besoin de preuves. S'il avait tort, si Nimitz positionnait ses forces aéronavales limitées pour défendre Midway pendant que les Japonais frappaient ailleurs, les conséquences seraient catastrophiques. L'US Navy ne disposait que de 3 porte-avions opérationnels dans le Pacifique. L'Enterprise et le Hornet étaient en bon état.
Yorktown avait été gravement endommagé lors de la bataille de la mer de Corail début mai et revenait en boitant à Pearl Harbor. Contre ces trois, les Japonais pouvaient aligner au moins 6 porte-avions, dont les 4 qui avaient frappé Pearl Harbor. L'amiral Isuroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée, n'avait jamais subi de défaite navale. Ses forces étaient expérimentées, confiantes et gagnaient régulièrement depuis 6 mois. Une erreur de Nimitz pourrait signifier la perte de la totalité de la force aéronavale américaine. La guerre du Pacifique serait perdue avant d'avoir réellement commencé. Le sort de la guerre dans le Pacifique dépendrait de la question de savoir si l'AF était à mi-chemin. À la mi-mai 1942, le lieutenant-commandant Jasper Holmes, de l'état-major de Rochefort, proposa une solution élégante. Si les Japonais lisaient le trafic radio américain, et si AF était effectivement Midway, peut-être pourrait-il tromper les Japonais pour qu'ils le confirment. Le plan était simple mais brillant. Midway enverrait un message radio non codé, que les Japonais pourraient facilement intercepter, signalant un problème mécanique, quelque chose de suffisamment spécifique pour être crédible, suffisamment urgent pour que les Japonais puissent le signaler dans leur propre trafic codé. La Russie a porté l'idée à Layton. Layton l'a présentée à Nimitz. Nimitz approuva immédiatement. Le 19 mai, Nimitz envoya un message au commandant de Midway via un câble sous-marin, une ligne de communication que les Japonais ne purent intercepter. Le message demandait à Midway de diffuser en langage clair et sans cryptage que l'usine de distillation d'eau de l'île était en panne et qu'ils avaient un besoin urgent d'approvisionnement en eau douce. Le 20 mai, le message est parti de Midway. Rochefort et son équipe attendaient avec impatience. Les Japonais mordraient-ils à l'hameçon? 2 jours plus tard, le 22 mai, la station Hippo a intercepté un message des services de renseignement japonais envoyé depuis Tokyo à plusieurs commandements. Il a déclaré qu'AF signalait une pénurie d'eau et qu'elle aurait besoin de transporter de l'eau supplémentaire pour l'opération à venir. La salle éclata dans une célébration contrôlée. AF était à mi-chemin. Il n'y avait plus aucun doute désormais. Rochefort a immédiatement envoyé un message à Layton. Layton a informé Nimitz le même jour. Le commandant de la flotte du Pacifique savait désormais avec certitude où les Japonais allaient frapper. Mais connaître la cible n'était que la première pièce du puzzle. Nimitz avait besoin de savoir quand l'attaque aurait lieu et avec quelle force. Durant la dernière semaine de mai, Hippo a travaillé 24 heures sur 24. Chaque message intercepté était attaqué avec une intensité désespérée. Ils avaient besoin de la date. Finnegan s'est concentré sur les groupes date-time super chiffrés, la partie la plus sécurisée du système japonais. Il a parcouru des milliers de messages à la recherche de modèles dans la manière dont les Japonais codaient les dates. Le 25 mai, il retrouve la clé. C'était une brillante analyse cryptographique qui leur permettrait de lire le calendrier des opérations japonaises. L'équipe a immédiatement commencé à traiter l'arriéré de messages concernant l'opération AF. Le 26 mai, le tableau est devenu clair. Les Japonais rassemblaient une force massive. 4 porte-avions, 2 cuirassés, de nombreux croiseurs et destroyers, une force d'invasion avec des troupes à occuper à mi-chemin après la frappe aérienne, un cordon sous-marin pour intercepter les renforts américains et une force de diversion qui frapperait les îles Illusiennes pour attirer l'attention américaine vers le nord. La grève principale contre Midway aurait lieu au cours de la première semaine de juin, probablement le 4 ou le 5 juin. L'attaque viendrait du nord-ouest, approchant à mi-chemin à l'aube pour lancer leurs avions. Le matin du 27 mai 1942, alors que l'USS Yorktown entrait dans Pearl Harbor avec des dommages visibles causés par la mer de Corail, Edwin Layton entra dans le bureau de Nimitz pour le briefing quotidien des renseignements. Ce qu'il s'apprêtait à dire à l'amiral semblait presque impossible. Les renseignements de la station Hippo étaient si précis, si détaillés qu'ils incluaient non seulement la cible et le moment choisi, mais également le relèvement exact à partir duquel les Japonais s'approcheraient, la distance approximative à laquelle ils lanceraient leur avion et même leur estimé de l'attaque. La prédiction de Layton selon laquelle les Japonais approcheraient à partir d'un cap de 325 degrés à environ 175 milles de Midway avec une attaque commençant vers 7 heures le 4 juin était basée sur des ordres opérationnels japonais décryptés. Nimitz écoutait attentivement. Il a posé des questions sur les niveaux de confiance. Layton en était certain. Ce n'était pas une analyse. Il s'agissait de lire les plans de l'ennemi directement à partir de leur propre communication. Nimitz a pris sa décision. Il positionnerait ses porte-avions au nord-ouest de Midway où il pourrait tendre une embuscade à la force japonaise qui approchait. Les Japonais ne savaient pas que les codeurs américains avaient pénétré dans JN-25. Ils s'attendaient à une surprise. Au lieu de cela, ce seraient eux qui seraient surpris.
Mais Nimitz était confronté à un problème. L'USS Yorktown, endommagée en mer de Corail, était en cale sèche à Pearl Harbor. Les inspecteurs de la marine ont estimé que le porte-avions aurait besoin de 3 mois de réparation avant de pouvoir reprendre du service. Nimitz leur donna 3 jours. Il avait besoin de tous les transporteurs disponibles pour la bataille à venir. 1400 travailleurs civils du chantier naval de Pearl Harbor ont envahi le Yorktown. Ils ont travaillé 24 heures sur 24, coupant et soudant, remplaçant les sections endommagées et colmatant les trous. Le chantier naval a mis en place des pannes électriques continues dans tout AU pour alimenter l'équipement de soudage. 72 heures après que le Yorktown soit entré en cale sèche, il a quitté Pearl Harbor, les équipes de réparation étant toujours à bord pour rejoindre le groupe de travail se rassemblant au nord de Midway. Le 3 juin 1942, des avions de patrouille américains repèrent des navires japonais approchant par l'ouest. Le matin du 4 juin, exactement au moment où Layton l'avait prévu, les opérateurs radars de Midway ont détecté un avion venant du nord-ouest. À 7h02, soit seulement 2 minutes après l'heure prévue par Layton, des avions japonais heurtèrent Midway, mais les porte-avions américains n'étaient pas à Pearl Harbor comme les Japonais l'avaient prévu. Ils étaient positionnés au nord-est de Midway et attendaient. Lorsque Nimitz reçut les premiers rapports de contact ce matin-là, il fit remarquer à Layton que sa prédiction avait été décalée de seulement 5 minutes, 5 degrés et 5000. Il s'agissait de l'un des éléments de renseignement tactique les plus précis de l'histoire navale. La bataille de Midway fait rage à partir du 4 juin jusqu'au 7 juin 1942. Les bombardiers en piqué américains ont capturé 3 porte-avions japonais, Akagi, Kaga et Soryu, leurs avions étant réarmés sur le pont. En quelques minutes, tous les 3 brûlaient et allaient couler plus tard. Le 4e porte-avions, U, lança une contre-attaque qui endommagea Yorktown, mais des avions américains trouvèrent et détruisirent Hiryu dans l'après-midi. En échange du Yorktown et du destroyer USS Hammond, torpillés alors qu'ils portaient assistance aux porte-avions endommagés, la marine américaine avait coulé les 4 porte-avions de la flotte japonaise qui avaient frappé Pearl Harbor. Les Japonais ont perdu environ 290 avions et 3,57 hommes. Les Américains perdent 145 avions et 307 hommes. Plus important encore, le Japon a perdu 4 équipages de transporteurs expérimentés, des pilotes, des mécaniciens et du personnel de soutien qui n'ont pas pu être remplacés. La marine japonaise n'atteindra plus jamais la puissance de frappe qu'elle possédait avant la moitié du chemin. L'avantage du renseignement ne s'est pas arrêté à mi-chemin. La station Hippo a continué à briser le JN-25 tout au long de la guerre. Les commandants japonais n'ont jamais réalisé que leur code avait été compromis. Ils ont continué à utiliser JN-25, en changeant périodiquement les additifs et les livres de code, mais les analystes cryptographiques ont suivi le rythme de chaque changement. Les renseignements issus du JN-25, baptisé Ultra, ont façonné toutes les opérations américaines majeures dans le Pacifique. Lorsque les forces japonaises bougeaient, les commandants américains le savaient à l'avance. Lorsque les convois japonais partaient, des sous-marins américains attendaient sur leur route. Lorsque les avions japonais se déployaient dans de nouvelles bases, les bombardiers américains savaient où frapper. L'une des utilisations les plus spectaculaires de l'ultra-renseignement a eu lieu en avril 1943. Des analystes américains ont décodé un message révélant que l'amiral Isoroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée japonaise et architecte de l'attaque de Pearl Harbor, volerait de Rabaul à Bougainville le 18 avril. Le message indiquait son itinéraire et son horaire exact. L'amiral Nimitz a ordonné une interception. 18 chasseurs P-38 Lightning de Henderson Field sur le canal Guadal ont volé 500 mètres pour intercepter le transport de Yamamoto. Ils sont arrivés exactement à l'heure, exactement dans la bonne direction et ont abattu les 2 avions japonais. Yamamoto est mort dans la jungle de Bougainville. L'opération a réussi parce que les analystes américains ont pu lire les communications les plus sécurisées de la marine japonaise. Il s'agissait de l'opération Vengeance qui démontrait le pouvoir du renseignement électromagnétique pour changer le cours de la guerre. Le triomphe du renseignement à Midway a failli se terminer par un désastre un mois après la bataille. Le 7 juin 1942, le Chicago Tribune publiait en première page un article du journaliste Stanley Johnston intitulé « La marine avait des nouvelles d'un plan de frappe en mer ». L'article impliquait fortement que la marine avait une connaissance avancée du plan de bataille japonais grâce au Codrin. Johnston était à bord de l'USS Lexington pendant la bataille de la mer de Corail et avait vu des dépêches classifiées. Son article était dangereusement près de révéler que les analystes américains des crypto-monnaies pouvaient lire les codes japonais. Le président Roosevelt et le secrétaire à la marine Frank Knox étaient furieux. Ils ont exigé que Johnston soit poursuivi en vertu de la loi sur l'espionnage.
Un grand jury a enquêté mais a refusé de l'inculper. Heureusement, les Japonais n'ont pas vu l'article ou n'en ont pas compris les implications. Ils ont continué à utiliser JN25, sans jamais soupçonner qu'il avait été compromis. Les bases ont été posées au début des années 1920, lorsqu'un jeune officier de marine nommé Lawrence Safford a reconnu que les guerres futures ne seraient pas menées uniquement avec des armes et des navires, mais aussi avec des informations. Safford, qui sera plus tard appelé le père de la cryptologie de la marine, a créé la première unité organisée de décryptage de code de la marine en 1924. Ce fut un début modeste, quelques officiers travaillant avec un crayon et du papier, essayant de comprendre les communications diplomatiques et militaires des adversaires potentiels. Mais Safford comprenait que le Japon, en train de devenir une puissance du Pacifique, finirait par remettre en cause les intérêts américains. Il commença à recruter des hommes aux talents uniques, des linguistes ayant vécu au Japon, des mathématiciens capables de voir des schémas dans le chaos, des opérateurs radio capables de capter des signaux aériens. Au début des années 1930, la marine avait établi des stations d'interception dans tout le Pacifique. L'un à Pearl Harbor à Hawaï, un autre à Cavite aux Philippines, un troisième travaillait depuis Washington. Ces stations formeraient à terme l'épine dorsale du réseau américain de renseignement électromagnétique. Parmi les jeunes officiers recrutés par Safford se trouve Joseph Rochefort, un homme dont la carrière deviendra indissociable de la rupture des codes japonais. Rochefort avait rejoint la marine en 1918 à l'âge de 17 ans, mentant sur son âge pour s'enrôler pendant la Première Guerre mondiale. Il montra immédiatement un talent pour les langues et les énigmes. Ses supérieurs l'ont remarqué. Au lieu de l'envoyer en mer, ils l'ont affecté à la section des codes et des signaux à Washington. C'est là, en participant aux premiers efforts cryptographiques de la marine, que Rochefort a découvert sa vocation. En 1929, la marine envoya Rochefort à Tokyo pour maîtriser la langue japonaise. Pendant 3 ans, il a vécu au Japon, étudiant non seulement la langue, mais aussi le CU la nature, la structure militaire, la façon dont les officiers japonais pensaient et communiquaient. C'est au cours de cette mission que Rochefort rencontra un autre jeune officier qui s'avérerait crucial pour la guerre à venir, Edwin Layton. Les deux hommes ont noué une amitié basée sur leur fascination commune pour le Japon et leur conviction que la compréhension de la langue et de la culture de l'ennemi serait essentielle dans tout conflit futur. Les Japonais ont introduit leur code naval le plus sophistiqué le 1er juin 1939. Les analystes américains des crypto-monnaies lui ont donné la désignation JN25. JN signifiait simplement la marine japonaise. Le 25 indiquait qu'il s'agissait du 25e système naval japonais identifié par les Américains. Il ne s'agissait pas d'un simple chiffre de substitution. JN25 était un code chiffré, un système en 2 étapes qui le rendait extrêmement difficile à déchiffrer. Premièrement, les opérateurs japonais recherchaient des mots et des expressions dans un livre de code contenant environ 33 000 entrées. Chaque mot ou expression était représenté par un groupe de nombres à 5 chiffres. Mais les Japonais n'ont pas transmis ces chiffres directement. Ils ont ajouté une deuxième couche de sécurité en utilisant des tables additives. L'opérateur prenait le groupe de code à 5 chiffres, puis ajoutait un autre numéro à 5 chiffres provenant d'un livre séparé, créant ainsi un troisième groupe à 5 chiffres n'ayant aucun rapport évident avec l'original. Cet additif changeait régulièrement, parfois aussi souvent que tous les quelques mois. Pour lire un message, les analystes américains du crypto ont dû supprimer l'additif, puis faire correspondre les groupes de code résultant à leur signification dans le livre de code. À la fin des années 1940, les analystes américains et britanniques travaillant ensemble avaient fait des progrès contre JN25. Ils ont compris la structure du système. Ils avaient identifié peut-être 10% des groupes de code, soit environ 3800 sur 33 000. Mais leur travail était extrêmement lent. Avec seulement une poignée d'analystes et un nombre limité d'interceptions sur lesquelles travailler, la pénétration complète du code semblait prendre des années. Puis, le 1er décembre 1940, les Japonais introduisirent un changement majeur. Ils ont mis en œuvre un tout nouveau livre de code que les analystes de cryptographie ont ensuite désigné JN25B. La signification de chaque groupe de code avait changé. Les analystes cryptistes ont dû recommencer. Ils ont commencé le lent travail de reconstruction de leurs connaissances, identifiant les groupes de code un par un grâce à l'analyse du trafic, en devinant des expressions courantes, grâce à un brillant travail déductif. En octobre 1941, ils progressaient à nouveau. Peut-être 1500 groupes de code avaient été récupérés. L'espoir grandissait que d'ici le printemps suivant, ils pourraient lire le trafic actuel avec une compréhension raisonnable. Ces espoirs subirent un revers le 4 décembre 1941.
À peine 3 jours avant l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais ont remplacé leur table d'additifs par un nouveau système appelé Additif 8. Même si cela n'était pas aussi catastrophique qu'un changement complet du livre de code, cela signifiait quand même que les analystes du crypto devaient récupérer les nouveaux additifs avant de pouvoir lire les messages. Le processus prendrait des semaines. Lorsque l'avion japonais frappa Pearl Harbor le 7 décembre 1941, les codeurs considérèrent l'attaque comme un échec personnel. Ils travaillaient sur JN25 depuis 2 ans. S'ils avaient obtenu une meilleure pénétration plus tôt, si le changement additif du 4 décembre ne les avait pas temporairement aveuglés, auraient-ils pu détecter une indication de l'approche d'une force d'attaque? La question les entra, notamment Joseph Raché, qui avait été chargé de prendre le commandement de la station Hippo à Pearl Harbor en juin 1941. Dans le sous-sol du bâtiment administratif du 14e district naval de Pearl Harbor, une transformation commençait. La façade du bâtiment de l'Even se trouvait près de la base sous-marine, une structure en béton banal à laquelle peu de gens prêtaient attention. Dans son sous-sol, au bout d'un escalier étroit passant devant les points de contrôle de sécurité, se trouvait une pièce qui allait devenir le centre névralgique de la guerre du Pacifique. Station Hippo de 60 pieds de long, sans fenêtres, éclairée par de dures lumières fluorescentes qui bourdonnaient constamment. La climatisation a mené une bataille perdue d'avance contre la chaleur générée par les machines à compiler IBM et les corps de dizaines d'analystes travaillant 24 heures sur 24. C'est là que Joseph Raché et son équipe allaient mener leur guerre. Racherford était un commandant excentrique à tous points de vue. Il travaillait souvent pendant 72 heures sans quitter le sous-sol. Il portait une veste de smoking et des pantoufles car la climatisation rendait la pièce glaciale la nuit. Il est resté des jours sans se raser. Il fumait à la chaîne et buvait du café au gallon. Mais il exigeait l'excellence de sa part et de celle de son équipe. Il en avait sélectionné plusieurs. Thomas Dier, un brillant analyste du chiffrement qui allait jouer un rôle déterminant dans le décryptage de JN25 et qui avait développé des procédures pour utiliser les machines IBM pour traiter les messages chiffrés. Alva Laswell, une experte en langue japonaise qui avait étudié à Tokyo et pouvait comprendre les nuances des communications militaires. Amright, un analyste crypto qui a travaillé en étroite collaboration avec Dier sur les groupes de code les plus difficiles. Joseph Fingan, un mathématicien dont le travail sur les groupes de jour s'avérerait crucial, et des dizaines d'hommes enrôlés, dont beaucoup ils étaient des musiciens de l'orchestre de l'USS California, qui avaient été coulés à Pearl Harbor. Ces hommes n'avaient nulle part où aller, ils furent donc affectés à Hippo. Beaucoup ont prouvé qu'ils possédaient l'esprit mathématique et analytique nécessaire pour décrypter le code. Rochapur pensait que les musiciens capables de lire des partitions possédaient des compétences en reconnaissance de formes qui se traduisaient parfaitement par la détection de groupes de nombres récurrents dans les messages cryptés. Le travail à la station Hippo était fastidieux et épuisant. Les messages interceptés arrivaient sous forme de chaînes de nombres à 5 chiffres, soit des centaines de messages par jour. Au début de 1942, chaque message devait être traité. Les premiers analystes ont supprimé les valeurs additives s'ils les avaient récupérées. Ensuite, ils ont essayé de faire correspondre les groupes de code résultants à des significations connues, mais la plupart des groupes de code sont restés inconnus. Les analystes ont conservé des fichiers de cartes avec chaque occurrence de chaque groupe de code, notant le contexte, l'expéditeur, le destinataire, essayant d'en déduire des significations par répétition et association. Lorsqu'un groupe de code apparaissait fréquemment dans les messages concernant les opérations d'un transporteur, il pouvait désigner un transporteur, un avion, du carburant ou des munitions. Les analystes ont dû utiliser la logique, l'intuition et des références croisées minutieuses pour affiner les possibilités. Les machines à compiler IBM ont aidé. Il s'agissait des mêmes machines que les sociétés utilisaient pour la comptabilité et le traitement des données. Thomas Dier avait été le pionnier de leur utilisation dans l'analyse des crypto-monnaies dans les années 1930. À la station, les opérateurs de cartes perforées Hippo transféraient les messages interceptés sur des cartes. Les machines pouvaient trier, compter et croiser les données à des vitesses impossibles pour les opérateurs humains. Lorsqu'un groupe de code particulier apparaissait, la machine pouvait récupérer instantanément chaque occurrence précédente. Cela a permis aux analystes de voir des modèles qu'il aurait fallu des semaines pour trouver manuellement. Les machines claquaient jour et nuit. Les opérateurs de cartes perforées, dont beaucoup étaient des femmes du personnel de bureau de la marine, sont devenus experts dans la préparation des données que les analystes de la crypte doivent examiner. Les progrès se produisirent lentement au cours de l'hiver 1941 et au début de 1942. À Noël 1941, la station Hippo avait récupéré suffisamment du nouveau système additif pour recommencer à lire des parties de messages. En février,
ils identifiaient quotidiennement de nouveaux groupes de code. En avril 1942, environ 20% du trafic intercepté était compréhensible. Les analystes pouvaient lire environ un mot sur 5. Cela semble minime, mais dans les communications militaires, cela suffisait souvent. Les messages navals japonais suivaient des formats standards. Les rapports de position, l'état du carburant, les affectations du personnel, les ordres opérationnels, tous utilisaient des structures prévisibles. Si les analystes connaissaient le type de message et pouvaient lire 20% des mots, ils pourraient souvent en déduire le reste. Une percée s'est avérée particulièrement précieuse. Joseph Finnegan, le mathématicien, a remarqué que les informations de date et d'heure contenues dans les messages étaient cryptées à l'aide d'un système spécial. Les Japonais ne voulaient pas révéler quand les opérations auraient lieu, c'est pourquoi les dates et les heures étaient chiffrées avec un soin particulier. Mais Finnegan a découvert une tendance. Il a développé ce qu'il a appelé un contrôle de confusion 12x31, une méthode mathématique permettant de tester si un groupe de code date-heure suspecté était correct. Dès avril 1942, la station HIPPO pouvait déterminer les dates mentionnées dans les messages, même si le reste du message restait partiellement obscur. Cela s'avérera crucial dans les semaines à venir. Jusqu'en avril et début mai 1942, les analystes de la station HIPPO remarquèrent de plus en plus de références à un objectif désigné AF. Les Japonais utilisaient des codes à 2 lettres pour indiquer les emplacements afin de les garder secrets. Pearl Harbor était A, les illusions étaient AO, mais AF apparaissait avec une fréquence inhabituelle. Les messages mentionnaient des concentrations de troupes, des unités aériennes, des navires de ravitaillement, tous en lien avec l'AF. Le trafic laissait penser qu'une opération majeure était en préparation. Mais où était AF? Certains analystes à Washington pensaient qu'il s'agissait peut-être des Illusiens, le territoire le plus septentrional des États-Unis. D'autres pensaient qu'il s'agissait peut-être de Port Moresby en Nouvelle-Guinée ou même de la côte ouest des États-Unis. Rutherford et son équipe de la station HIPPO pensaient qu'AF était Midway Island, un petit avant-poste américain situé à environ 1300 mètres au nord-ouest d'Hawaï. Mais la croyance ne suffisait pas, Nimitz avait besoin de preuves avant de pouvoir engager ses forces de transport limitées. À la mi-mai 1942, le capitaine Wilfrid Holmes, officier sous-marin affecté à la station HIPPO, propose une solution astucieuse. Si AF était Midway, il pourrait peut-être tromper les Japonais pour qu'ils le confirment. Holmes a suggéré que Midway reçoive pour instruction d'envoyer un message radio non codé signalant un problème avec leur équipement de distillation d'eau. Le message mentionnerait que l'eau douce venait à manquer. Si les services de renseignement japonais surveillaient Midway, comme ils l'étaient sûrement, ils intercepteraient ce message. Si AF était bien Midway, les communications japonaises pourraient alors faire référence à la pénurie d'eau. Nimitz approuva le plan. Les 19 et 20 mai 1942, Midway a envoyé le message non codé via un câble sous-marin à Pearl Harbor, qu'il a ensuite transmis par radio dans un chiffre de bas niveau que les Japonais avaient déjà déchiffré. Le message signalait des problèmes mécaniques avec l'usine de distillation d'eau et demandait des expéditions d'urgence d'eau douce. Les hypoanalystes de la station attendaient. Dans les 48 heures du 22 mai, ils ont intercepté un rapport des services de renseignement japonais. Après avoir supprimé le cryptage, le message indiquait qu'AF manquait d'eau. C'était la confirmation dont Rutherford avait besoin. AF était définitivement à mi-chemin. Les analystes pouvaient désormais concentrer tous leurs efforts sur la détermination du moment où l'attaque aurait lieu et des forces que les Japonais engageraient. La situation des services de renseignement s'est rapidement précisée au cours des derniers jours du mois de mai. La station HIPPO traitait désormais entre 500 et 1000 messages par jour tandis que les unités japonaises coordonnaient leurs mouvements vers l'objectif. Chaque message ajoutait des détails à l'image émergente. Les analystes de la crypte ont identifié les opérateurs qui participeraient. Akagi, Kaga, Soru, Hiru. Tous les 4 avaient frappé Pearl Harbor 6 mois plus tôt. Ils ont suivi les dates de départ de diverses unités des bases japonaises. Ils ont tracé la route d'approche. Ils ont estimé la composition de la force d'invasion. Le 27 mai 1942, le matin même où le porte-avions endommagé USS Yorktown entra en boitant dans Pearl Harbor après la bataille de la mer de Corail, le lieutenant-commandant Edwin Layton entra dans le bureau de l'amiral Nimitz avec son évaluation des renseignements. Layton et Nimitz se réunissaient tous les matins à 8 heures pour le briefing quotidien des renseignements. Mais ce briefing était différent. Layton disposait d'informations si précises que Nimitz dira plus tard qu'elles étaient presque incroyables. Les Japonais, expliqua Layton, s'approcheraient à mi-chemin par le nord-ouest. Ils seraient repérés au relèvement 325°, à environ 175 milles de l'île.
L'attaque commencerait vers 7 heures le matin du 4 juin 1942. 4 porte-avions fourniraient la puissance de frappe soutenue par des cuirassés, des croiseurs et des destroyers. Une force d'invasion avec des transports de troupes suivrait. Le plan japonais prévoyait que les porte-avions détruisent les défenses aériennes américaines sur Midway, puis couvrent le débarquement des forces terrestres qui s'empareraient de l'île. Ce qui rendait le briefing de Layton remarquable, ce n'était pas seulement les détails, mais aussi la confiance avec laquelle il le présentait. Il ne s'agissait pas d'une conjecture ou d'une analyse basée sur des informations incomplètes. Il s'agissait de renseignements tirés de la lecture des communications de l'ennemi. La Russie et son équipe à la station Hippo avaient suffisamment réussi à briser le JN-25 pour lire les ordres opérationnels japonais. Ils connaissaient le plan de l'ennemi aussi clairement que s'ils avaient assisté aux séances de planification de l'amiral Yamamoto. Nimi absorba calmement l'information. Il a posé des questions sur les niveaux de confiance, sur les interprétations alternatives, sur ce qui pourrait arriver si les renseignements étaient erronés. Layton a répondu à chaque question. Il était confiant. La station Hippo avait vérifié et revérifié son analyse. Plusieurs messages provenant de plusieurs sources racontaient tous la même histoire. Les Japonais arrivaient à Midway le 4 juin. Nimitz prit sa décision. Il positionnerait ses porte-avions au nord-ouest de Midway où il pourrait tendre une embuscade à la force japonaise qui approchait. Les Japonais ne savaient pas que les codeurs américains avaient pénétré dans JN-25. Ils s'attendaient à une surprise. Au lieu de cela, ce seraient eux qui seraient surpris. Mais Nimi était confronté à un problème. L'USS Yorktown, endommagée en mer de Corail, était en cale sèche à Pearl Harbor. Les inspecteurs de la marine ont estimé que le porte-avions aurait besoin de 3 mois de réparation avant de pouvoir reprendre du service. Nimitz leur a donné 3 jours. Il avait besoin de tous les transporteurs disponibles pour la bataille à venir. 1400 travailleurs civils du chantier naval de Pearl Harbor ont envahi le Yorktown. Ils ont travaillé 24 heures sur 24, coupant et soudant, remplaçant les sections endommagées et colmatant les trous. Le chantier naval a mis en place des pannes électriques continues dans tout AU pour alimenter l'équipement de soudage. 72 heures après que le Yorktown soit entré en cale sèche, il a quitté Pearl Harbor, les équipes de réparation toujours à bord, pour rejoindre le groupe de travail qui se rassemblait au nord de Midway. Le 3 juin 1942, des avions de patrouille américains repèrent des navires japonais approchant par l'ouest. Le matin du 4 juin, exactement au moment où Layton l'avait prévu, les opérateurs radars de Midway ont détecté un avion venant du nord-ouest. À 7h02, seulement 2 minutes après l'heure prévue par Layton, un avion japonais a heurté Midway. Mais les porte-avions américains n'étaient pas à Pearl Harbor comme les Japonais l'avaient prévu. Ils étaient positionnés au nord-est de Midway et attendaient. Lorsque Nimitz reçut les premiers rapports de contact ce matin-là, il fit remarquer à Layton que sa prédiction avait été décalée de seulement 5 minutes, 5 degrés et 5000. Il s'agissait de l'un des éléments de renseignement tactique les plus précis de l'histoire navale. La bataille de Midway fit rage du 4 au 7 juin 1942. Les bombardiers en piqué américains attrapèrent 3 porte-avions japonais, Akagi, Kaga et Soryu, leurs avions étant réarmés sur le pont. En quelques minutes, tous les 3 brûlaient et allaient couler plus tard. Le 4e porte-avions, IU, lança une contre-attaque qui endommagea Yorktown, mais les Américains l'avion a trouvé et détruit IU cet après-midi-là. En échange du Yorktown et du destroyer USS Hammond, torpillés alors qu'ils portaient assistance aux porte-avions endommagés, la marine américaine avait coulé les 4 porte-avions de la flotte japonaise qui avait frappé Pearl Harbor. Les Japonais ont perdu environ 290 avions et 3,57 hommes. Les Américains perdent 145 avions et 307 hommes. Plus important encore, le Japon a perdu 4 équipages de transporteurs expérimentés, des pilotes, des mécaniciens et du personnel de soutien qui n'ont pas pu être remplacés. La marine japonaise n'atteindra plus jamais la puissance de frappe qu'elle possédait avant Midway. L'avantage du renseignement ne s'est pas arrêté à Midway. La station Hippo a continué à briser le JN-25 tout au long de la guerre. Les commandants japonais n'ont jamais réalisé que leur code avait été compromis. Ils ont continué à utiliser JN-25, en changeant périodiquement les additifs et les livres de code, mais les analystes cryptographiques ont suivi le rythme de chaque changement. Les renseignements issus du JN-25, baptisé Ultra, ont façonné toutes les opérations américaines majeures dans le Pacifique. Lorsque les forces japonaises bougeaient, les commandants américains le savaient à l'avance. Lorsque les convois japonais partaient, des sous-marins américains attendaient sur leur route. Lorsque les avions japonais se déployaient dans de nouvelles bases, les bombardiers américains savaient où frapper.
L'une des utilisations les plus spectaculaires de l'ultra-renseignement a eu lieu en avril 1943. Des analystes américains ont décodé un message révélant que l'amiral Isisaroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée japonaise et architecte de l'attaque de Pearl Harbor, volerait de Rabat à Bougainville le 18 avril. Le message indiquait son itinéraire et son horaire exact. L'amiral Nimitz a ordonné une interception. 18 chasseurs P-38 Lightning de Henderson Field sur le canal Guadal ont volé 500 mètres pour intercepter le transport de Yamamoto. Ils sont arrivés exactement à l'heure, exactement dans la bonne direction et ont abattu les 2 avions japonais. Yamamoto est mort dans la jungle de Bougainville. L'opération a réussi parce que les analystes américains ont pu lire les communications les plus sécurisées de la marine japonaise. Il s'agissait de l'opération Vengeance, qui démontrait le pouvoir du renseignement électromagnétique pour changer le cours de la guerre. Le triomphe du renseignement à Midway a failli se terminer par un désastre un mois après la bataille. Le 7 juin 1942, le Chicago Tribune publiait en première page un article du journaliste Stanley Johnston intitulé « La marine avait des nouvelles du Japon pour frapper en mer ». L'article impliquait fortement que la marine avait une connaissance avancée du plan de bataille japonais grâce à la recherche de codes. Johnston était à bord de l'USS Lexington pendant la bataille de la mer de Corail et avait vu des dépêches classifiées. Son article était dangereusement près de révéler que les analystes américains des crypto-monnaies pouvaient lire les codes japonais. Le président Roosevelt et le secrétaire à la marine Frank Knox étaient furieux. Ils ont exigé que Johnston soit poursuivi en vertu de la loi sur l'espionnage. Un grand jury a enquêté mais a refusé de l'inculper. Heureusement, les Japonais n'ont pas vu l'article ou n'en ont pas compris les implications. Ils ont continué à utiliser JN-25, sans jamais soupçonner qu'il avait été compromis. Joseph Rocher n'a reçu aucune médaille pour ses réalisations. En octobre 1942, bien qu'il ait fourni les renseignements qui ont permis la victoire à Midway, Rushford fut relevé de la station Hippo et réaffecté pour superviser la construction de cales sèches flottantes sur la côte ouest. Cette destitution résulte de luttes bureaucratiques internes à Washington. L'état-major du renseignement de l'amiral Ernest King, dirigé par le capitaine John Redman et son frère, le commandant Joseph Redman, était mécontent du fait que Rochaport communiquait directement avec Nimitz plutôt que d'acheminer les renseignements via Washington. Ils étaient également en désaccord avec certaines évaluations de Rocher. Lorsque l'amiral Nimitz recommanda Rashford pour la médaille du service distingué immédiatement après Midway, l'amiral King refusa la recommandation. Rashford passera le reste de la guerre dans l'obscurité. Ses contributions sont inconnues en dehors d'un petit cercle de professionnels du renseignement. L'injustice hantait ceux qui savaient ce que Rocher avait accompli. Edwin Layton, qui a travaillé avec Rochapure pendant ces mois critiques, a écrit dans ses mémoires que le traitement réservé à Rochapure était l'une des grandes injustices de la guerre. L'amiral Nimitz était d'accord. Après la guerre, Nimitz a soutenu les efforts visant à faire reconnaître Rochapure, mais la bureaucratie du renseignement a résisté. En 1957, Station Hippo a reçu une citation présidentielle pour son travail avant et pendant la bataille de Midway. Rushford a assisté à la cérémonie à Washington. C'était une certaine reconnaissance, mais pas ce qu'il méritait. Il est décédé le 20 juillet 1976 à Torrance, en Californie, à l'âge de 76 ans. Toujours sans la reconnaissance individuelle que méritait son exploit. Une décennie après la mort de Rochaport, la marine a finalement reconnu son erreur. Le 30 mai 1986, le président Ronald Reagan a décerné à titre posthume à Rochour la médaille du service distingué lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Les enfants du capitaine Rocherforge étaient présents aux côtés de hauts responsables de la défense, dont le vice-amiral William Stewman, directeur de l'Agence de sécurité nationale, et le vice-président George Bush. La citation a salué les contributions décisives de Rushford à la victoire américaine à Midway et a déclaré que ses efforts brillants et infatigables étaient en grande partie responsables de la victoire. Cette reconnaissance est arrivée bien trop tard, mais elle a redonné à Rushford sa place dans l'histoire. Aujourd'hui, l'école de renseignement de la marine Adam Neck, en Virginie, porte le nom de Rushford, garantissant ainsi que les futurs officiers du renseignement connaîtront l'histoire de l'homme qui a brisé les codes du Japon et changé le cours de la guerre du Pacifique. Edwin Layton, l'ami de Rocher et l'homme qui a informé l'amiral Nimitz le 27 mai 1942, est également resté méconnu pendant des décennies. Il a servi comme officier du renseignement de Nimitz tout au long de la guerre du Pacifique, fournissant à l'amiral des évaluations précises qui ont façonné chaque opération majeure. Après la guerre, Layton prit sa retraite avec le grade de contre-amiral, mais resta silencieux sur l'opération de Codrin. Les travaux de Station Hippo sont restés classifiés.
ce n'est que dans les années 1970, lorsque la National Security Agency a commencé à déclassifier les documents de renseignement électromagnétique de la Seconde Guerre mondiale, que l'histoire a pu être racontée. Layton a coécrit un mémoire et He Was There, Pearl Harbor, and Midway, Breaking the Secret, publié en 1985, peu de temps après sa mort. Le livre a fourni le premier compte-rendu public détaillé de la façon dont les analystes américains de la cryptographie ont brisé JN-25 et permis la victoire à Midway. Lawrence Safford, le père de la cryptologie navale, qui avait établi le programme de décryptage en 1924 et recruté des hommes comme la Russie, souffrait également de la politique bureaucratique. En février 1942, au plus fort de l'effort contre le JN-25, Safford fut démis de ses fonctions et mis à l'écart pour le reste de la guerre. Les mêmes luttes de pouvoir à Washington qui ont par la suite renversé Rocha ont frappé Safford en premier. Il prend sa retraite en tant que capitaine et décède en 1973. Ses contributions fondamentales au renseignement électromagnétique américain sont largement inconnues du public. En 1999, la National Security Agency a intronisé Safford dans son hall d'honneur, le reconnaissant comme l'homme qui a jeté les bases sur lesquelles reposaient toutes les opérations ultérieures de codage de la marine. Le coût personnel pour les codeurs mérite d'être reconnu. Ces hommes travaillaient dans l'obscurité, incapables même de dire à leur famille ce qu'ils faisaient. Ils ne pouvaient partager leur triomphe ni leur frustration. À la fin de la guerre, il leur fut interdit de parler publiquement de leur travail pendant des décennies. Les documents sont restés classifiés jusque dans les années 1970 et 1980. Au moment où l'histoire a pu être racontée, de nombreux participants étaient décédés. Raché est décédé en 1976, juste au moment où les premiers livres sur le codrin intermédiaire étaient publiés. Il n'a jamais reçu une pleine reconnaissance publique pour ses réalisations. Les leçons organisationnelles de la station HIPPO ont influencé la création d'agences de renseignement modernes. L'Agence de sécurité nationale créée en 1952 a adopté bon nombre des pratiques développées à l'HIPPO. L'accent est mis sur la collaboration entre plusieurs sites de collecte et d'analyse. L'utilisation de la technologie pour traiter de grands volumes de données. L'importance de l'expertise linguistique et des connaissances culturelles. La nécessité pour les analystes d'avoir un accès direct aux commandants opérationnels. Ces principes, qui se sont avérés efficaces pendant la guerre du Pacifique, sont devenus fondamentaux pour le renseignement électromagnétique américain. L'histoire révèle également l'importance du génie individuel dans le travail de renseignement. La compréhension intuitive de Rutherford de la pensée japonaise, la percée de Finnegan dans le cryptage d'Ather, les connaissances mathématiques de Dye, l'expertise linguistique de Laswell, la ruse intelligente de Holmes dans l'eau, la capacité de Layton à communiquer efficacement son intelligence à Nimi. Toutes ces contributions individuelles ont été essentielles. Aucune personne n'aurait pu briser JN-25 seule. Cela nécessite une équipe de spécialistes, chacun apportant des compétences uniques, mais cela nécessite également un leadership capable d'exploiter efficacement ses compétences. Rashfoot a créé un environnement dans lequel des individus brillants mais excentriques pouvaient s'épanouir. Il les a protégés de la bureaucratie, leur a donné les ressources dont ils avaient besoin et a fait confiance à leur jugement. La technologie utilisée à la station HIPPO, primitive par rapport aux normes modernes, était révolutionnaire pour l'époque. Les machines à cartes perforées IBM pouvaient traiter des données à des vitesses qui semblaient miraculeuses en 1942, mais elles étaient bruyantes, capricieuses et nécessitaient un entretien constant. La salle du sous-sol où ils opéraient était remplie du bruit des lecteurs de cartes et de l'odeur de l'huile de machine. Les machines tombaient en panne au moment critique. Les hommes enrôlés sont devenus experts dans les réparations sur le terrain, l'entretien de la fosse et le fonctionnement de l'équipement grâce à l'improvisation et à la détermination. Ces premières expériences de traitement automatisé des données ont influencé le développement des ordinateurs après la guerre. Plusieurs vétérans de la station HIPPO ont continué à travailler dans l'industrie informatique du NAN. Le rôle de l'expertise en langue japonaise ne peut être surestimé. Même après l'identification d'un groupe de code, le message devait encore être traduit. Le japonais est une langue complexe avec plusieurs niveaux de formalité et des modes de communication indirects. Japon militaire. L'Anaïs avait son propre vocabulaire et ses propres structures grammaticales. Les traducteurs de la station HIPPO devaient non seulement comprendre les mots mais aussi le contexte, les présupposés culturels et la manière dont les officiers japonais communiquaient. Les années passées par Rochaport à Tokyo se sont révélées inestimables à cet égard. Ils comprenaient ce que pensaient les officiers militaires japonais. Ils pouvaient lire entre les lignes, déduisant les intentions à partir de choix de mots subtils. La composante analyse du trafic de l'effort de renseignement était tout aussi importante.
Même lorsque les messages ne pouvaient pas être déchiffrés, des informations précieuses pouvaient être obtenues à partir des modèles de communication, quelle commande envoyait des messages à quelles autres commandes, à quelle fréquence et à quel moment. Une augmentation soudaine du trafic entre le quartier général de la flotte combinée et les divisions porte-avions suggérait qu'une opération était en cours de planification. Le silence radio de certaines unités indiquait qu'elles étaient en mer, probablement à l'approche d'une cible. Les changements d'indicatifs d'appel ou de fréquence radio précédaient souvent les opérations majeures. Les analystes du trafic dipôt ont suivi tous ces schémas, dressant ainsi un tableau de l'organisation navale japonaise et du rythme opérationnel. Le facteur humain dans cette réalisation s'est étendu au-delà de l'équipe analytique principale. Les opérateurs radio qui occupaient les stations d'interception à travers le Pacifique, d'Hawaï à l'Australie en passant par l'Alaska, travaillaient dans des conditions difficiles pour capter les transmissions japonaises. Les signaux radio rebondissaient de manière imprévisible sur l'ionosphère. Les conditions atmosphériques pourraient faire apparaître et disparaître les signaux. Les opérateurs japonais transmettaient parfois à grande vitesse, ce qui rendait difficile une copie précise. Les opérateurs américains devaient avoir une oreille parfaite et une patience sans fin. Ils sont restés assis pendant des heures avec des écouteurs à copier des chaînes de chiffres qui ne signifiaient rien pour eux, sachant que quelque part, les analystes transformeraient ces chiffres en renseignements. La sécurité entourant cette opération était extraordinaire. Très peu de gens savaient que le JN-25 était en panne. Nimi le savait, ses cadres supérieurs le savaient, les analystes de Hippo le savaient, mais la majeure partie de la flotte du Pacifique opérait sans savoir que l'Amérique pouvait lire les communications japonaises. Ce secret était essentiel. Si les Japonais soupçonnaient que leur code était compromis, ils changeraient immédiatement de système. Tout le travail de plusieurs mois serait perdu. Cela a créé des situations difficiles. Les renseignements révéleraient que des sous-marins japonais attendaient en embuscade le long de certaines routes. Mais les commandants ne pouvaient pas simplement éviter ces routes sans risquer de révéler la source de leurs informations. Au lieu de cela, ils ont dû faire en sorte que des avions de patrouille découvrent accidentellement les sous-marins, fournissant ainsi une explication plausible aux itinéraires modifiés. Immédiatement après Midway, les efforts de Codrin se sont accrus. D'autres analystes ont été recrutés. D'autres stations d'interception ont été établies. Les machines IBM ont été mises à niveau. À la fin de 1942, la marine traitait des milliers de messages japonais par semaine. Le produit du renseignement était distribué via un système appelé Ultra, emprunté à la désignation britannique désignant le renseignement dérivé de codes brisés. Les rapports Ultra ont été envoyés au commandant avec des protocoles de sécurité stricts. Ils étaient imprimés sur du papier spécial qui se dissoudrait dans l'eau si le navire coulait. Ils ne devaient jamais être discutés à la radio. Les actions basées sur l'ultra-renseignement devaient être masquées pour empêcher l'ennemi d'en soupçonner la source. Ces renseignements ont guidé toutes les opérations américaines majeures dans le Pacifique pendant le reste de la guerre. Lorsque les forces américaines envahirent le canal de Guadalcanal en août 1942, Ultra-intelligence révéla le timing et la force des tentatives de renfort japonaises. Cela a permis aux forces navales américaines d'intercepter et de détruire plusieurs trajets du Tokyo Express qui amenaient des troupes et des fournitures sur l'île. Au cours de la bataille de la mer des Philippines en juin 1944, l'ultra-intelligence a donné à l'amiral Raymond Spru des informations détaillées sur l'emplacement des porte-avions japonais et la force des avions. Cela a contribué à la destruction de l'aviation navale japonaise dans ce que les pilotes américains ont appelé le Great Mariana Turkey Shoot. Les renseignements avaient également des implications stratégiques au-delà des batailles tactiques. En lisant les communications japonaises sur les pénuries de carburant, les pertes de transport maritime et les contraintes de ressources, les planificateurs américains ont compris que l'économie de guerre du Japon était en déclin. Cela a influencé les décisions concernant les îles à envahir et celles à contourner. Il a guidé la campagne sous-marine qui a étranglé le commerce japonais. En 1944, les sous-marins américains dotés d'un système de renseignement ultra coulaient les navires marchands japonais plus rapidement qu'ils ne pouvaient être remplacés. Les garnisons insulaires japonaises manquaient de ravitaillement. Les îles d'origine manquaient de pétrole, de caoutchouc et d'autres ressources essentielles. L'impact psychologique sur les commandants japonais, même s'ils ne connaissaient pas la source de leurs problèmes, fut important. Ils ont commencé à croire que les renseignements américains étaient d'une précision presque surnaturelle. Sinon, comment les Américains pourraient-ils toujours être au bon endroit au bon moment? Sinon, comment pourraient-ils anticiper chaque mouvement japonais? Cette croyance a conduit à la paranoïa et à des doutes. Les commandants japonais sont devenus réticents à s'engager dans des opérations, craignant que les Américains ne le sachent à l'avance. Cet état d'esprit défensif,
combiné aux pertes matérielles réelles subies par le Japon, signifiait qu'à mi-chemin, le Japon n'avait jamais repris l'initiative stratégique. L'effort de décryptage a également influencé la stratégie alliée dans la guerre au sens large. Les renseignements provenant du Pacifique ont été partagés avec les planificateurs britanniques et américains travaillant sur le théâtre européen. Les techniques développées par la station Hippo ont influencé les travaux de Bletchley Park, où des chercheurs de code britanniques attaquaient les codes énigmatiques allemands. Il y a eu une pollinisation croisée d'idées, de méthodes et de technologies. L'expérience acquise lors du démantèlement du JN-25 a éclairé les travaux d'analyse des crypto-monnaies d'après-guerre qui deviendront essentiels pendant la guerre froide. L'impact du renseignement électromagnétique sur la guerre du Pacifique peut être quantifié de plusieurs manières. Le nombre de navires japonais coulés sur la base des renseignements ultra-renseignements s'élevait à des centaines. Le nombre de vies américaines sauvées en évitant les embuscades et en se préparant aux attaques est incalculable. L'avantage stratégique obtenu grâce à la connaissance des intentions et des capacités japonaises a raccourci la guerre de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Certains analystes ont suggéré que sans la percée des services de renseignement à mi-chemin, la guerre du Pacifique aurait pu se prolonger jusqu'en 1946, voire 1947, avec des pertes proportionnellement plus élevées des deux côtés. Mais l'impact le plus significatif a peut-être été psychologique. Après Midway, les commandants américains combattirent avec confiance. Ils savaient que les mesures japonaises seraient rarement une surprise. Ils pouvaient planifier leurs opérations en sachant que les renseignements les avertiraient des contre-attaques japonaises. Cette confiance imprégnait tous les rangs. Les marins et aviateurs américains partaient au combat en sachant que leurs commandants disposaient de bonnes informations sur ce à quoi ils seraient confrontés. Ces connaissances ont stimulé le moral et l'efficacité au combat. Les Japonais, à l'inverse, combattaient dans une incertitude croissante. Leurs plans échouaient sans cesse d'une manière qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Leurs services de renseignement n'ont pas pu pénétrer les communications américaines avec le même succès que les Américains ont pénétré les leurs. Ce déséquilibre en matière de renseignement a contribué à la défaite finale du Japon autant que tout autre facteur matériel. L'histoire de la station Hippo et du démantèlement du JN-25 est en fin de compte une histoire sur le pouvoir de l'information dans la guerre moderne. Il montre que les guerres ne sont pas gagnées seulement par des soldats courageux et des armes puissantes, mais aussi par des analystes travaillant dans des sous-sols, par des linguistes traduisant des messages interceptés, par des mathématiciens trouvant des schémas dans le chaos. La décision de Nimitz de faire confiance aux renseignements de Rochefort, de valider ses transporteurs sur la base de messages décryptés, représente l'un des plus grands actes de courage de commandement de l'histoire militaire. Il était prêt à tout risquer sur des informations que beaucoup de ses pairs jugeaient trop précises pour être crédibles. Sa confiance fut justifiée par la plus grande victoire navale américaine de la Seconde Guerre mondiale. La leçon pour les générations futures de professionnels de l'armée et du renseignement est claire. Le renseignement n'est pas un accessoire des opérations militaires. C'est fondamental. Un commandant doté de bons renseignements peut prendre des décisions que les commandants dépourvus de ces renseignements ne peuvent pas prendre. Les ressources investies dans la collecte et l'analyse du renseignement rapportent des dividendes bien supérieurs à leurs coûts. Les quelques centaines de personnes travaillant à la station Hippo avec leurs machines IBM, leurs compétences linguistiques et leurs talents en mathématiques ont davantage contribué à l'effort de guerre du Pacifique que de nombreuses unités de combat 10 fois plus grandes. Ils ne se sont pas battus avec des armes. Ils se battaient avec des informations, et celles-ci, entre les mains de commandants suffisamment avisés pour les utiliser, se sont révélées être l'arme la plus puissante de toutes. Leur histoire témoigne de la puissance du renseignement, de l'importance de la préparation et du courage des commandants prêts à agir sur la base des informations même lorsque les idées reçues suggèrent la prudence. Le 27 mai 1942, l'amiral Nimitz apprit qu'il pouvait lire tous les secrets japonais. Une semaine plus tard, il utilisa ses connaissances pour remporter la bataille de Midway. La guerre dans le Pacifique se poursuivra encore 3 ans, mais après Midway, l'issue ne fait plus de doute. La puissance navale du Japon était brisée. La puissance industrielle américaine l'emporterait. Et tout a commencé avec une poignée d'analystes dans un sous-sol à Hawaï qui ont déchiffré le code indéchiffrable et ont donné à leur commandant le pouvoir de voir l'avenir.